Enfin, je me suis rapproché de biologistes qui s'occupaient des orques notamment, début 2000, et on a essayé de travailler sur comment on pouvait utiliser les sons pour expliquer du comportement de cétacés. C'est des choses, moi quand je fais quelques vidéos, on est aux alentours de 90, 95, 97, 98, et puis quand je discute avec nos collègues qui s'occupent d'oiseaux, par exemple, c'est plutôt 1965, 68, donc on a commencé un petit peu le retard. Le problème qui se pose sur les cétacés, c'est que quand on veut faire du comportement, on ne voit pas la réaction directe de l'animal. Le comportement, c'est simplement d'observer les cétacés, d'observer des animaux pour savoir qu'est-ce qu'ils font et essayer d'expliquer pourquoi ils font ce genre d'action. Alors donc évidemment, pour tous les animaux dont on a la vue, comme les animaux terrestres, c'est possible, mais pour les cétacés, c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'ils sont généralement sous l'eau, ça devient compliqué. Alors il va y avoir deux grandes familles, on va dire ceux qui sont à la surface, comme les dauphins par exemple, les grandes baleines, et puis ceux qui sont tout le temps en profondeur, comme les cachalots, les baleines à bec, etc. Et là, il va falloir trouver des moyens astucieux pour pouvoir les suivre et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire sous l'eau et pourquoi ils passent leur temps sous l'eau. Alors l'acoustique fait partie d'une possibilité, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Avant ça, je vais vous faire simplement un petit rappel de contexte, pourquoi en fait l'aspect sur la recherche sur les cétacés est un tout petit peu à la mode, est revenu un petit peu à la mode récemment. C'est parce que les interactions avec les activités humaines ont été mis en avant par certaines ONG, et notamment il y a eu pas mal d'argent qui a été injecté par la recherche pétrolière par exemple, pour savoir si les impacts, si l'utilisation des canons à air avait un impact ou pas sur les cétacés. Les sonars militaires, alors en fait en topographie, l'idée c'est qu'on va déclencher une explosion, l'explosion d'une bulle en l'occurrence, qui va se propager vers le fond marin, et l'écho qui revient, la texture de l'écho qui revient donne l'idée du sédiment, et est-ce que ce sédiment-là est propice ou pas à la présence de pétrole, quoi. Et en fait, les intensités qui sont fournies, c'est de l'ordre de 230-240 décibels, et du coup, c'est généralement des ondes qui se propagent assez loin, et l'idée c'est de savoir est-ce que ça peut impacter l'audition des cétacés, par exemple, qui sont aux alentours des bateaux. Et d'ailleurs, j'aurai peut-être des choses à vous dire là-dessus si ça vous intéresse. Alors, ensuite, il y a eu des essais militaires, notamment des sonars très basse fréquence qui sont utilisés par les Américains, les Anglais et les Français. Et lors d'opérations de l'OTAN, il y a eu des échouages qui ont été systématiquement notés. Et donc, les Américains, notamment, ont donné pas mal d'argent à la communauté scientifique pour savoir s'il y avait un lien qu'on pouvait établir entre le système auditif de certaines espèces et le fait qu'elles soient échouées. Et puis le dernier possibilité d'avoir un petit peu de financement, c'est par les pêcheries, parce qu'en fait, les pêcheurs, alors depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, les cétacés viennent en concurrence avec des outils de pêche. Alors, ils viennent se servir directement dans les filets, par exemple, et ça énerve un petit peu parce que les pêcheurs perdent de l'argent, quoi. Donc voilà, alors nous on ne travaille pas pour ces communautés-là, moi je ne travaille pas directement pour ces communautés-là, je travaille plutôt pour des laboratoires de biologie où on s'intéresse à du comportement, mais bon, il y a des fois des limites un peu spéciales. Alors, la biologie, c'est quoi? On veut savoir, la Commission baleinière internationale demande à tous les scientifiques qui s'intéressent aux cétacés de préciser le nombre d'individus dans toutes les espèces. Il y a 80 espèces de cétacés, et on veut savoir quel est le nombre d'individus. L'idée, c'est de savoir est-ce que la population augmente, est constante ou décroît, et ça, évidemment, ça va dépendre de l'espèce, et ça va dépendre du lieu où ça évolue. Et puis en 2009, il y a eu une communication qui a été faite à la Commission baleinière internationale sur le réchauffement climatique de la planète, parce qu'on sait tous que la planète se réchauffe sauf une personne, mais sinon le reste le sait, et l'idée c'est de se dire comment on fait pour caractériser les modèles de prédiction de réchauffement climatique. Et les cétacés pouvaient être un indicateur intéressant dans la mesure où ils sont au début ou à la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que pour les grandes baleines, par exemple, elles prennent le krill, et il a été dit, par exemple, dans l'Antarctique, que la masse de krill était en train de diminuer, et donc si c'est le cas, comment ça va impacter les grandes baleines. Et voilà, et en 2009, McDonald's, qui travaille sur les baleines bleues notamment, a montré qu'il y avait une diminution des fréquences émises par certaines baleines, notamment les baleines bleues. Et donc il n'a pas conclu pourquoi, il n'a pas dit
pourquoi il y avait cette telle diminution. En fait, on le sait maintenant depuis cette année, c'est parce que les baleines bleues étant moins chassées, elles sont de plus en plus vieilles, et ça peut expliquer le fait qu'elles descendent en fréquence. Donc l'idée, c'est de faire une étude un peu globale. On veut savoir combien sont les baleines, on veut savoir où elles sont, on veut savoir est-ce qu'elles changent leur environnement. Donc certaines baleines vont être résidentes, d'autres vont être en migration. Donc si celles qui sont en migration, on veut savoir est-ce qu'elles vont changer leur présence dans les zones d'alimentation ou dans les zones de reproduction. Est-ce que le trafic maritime, les activités humaines peuvent modifier leur trajectoire migratoire. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Et maintenant, enfin, depuis, je pense, 2 ans, de la Commission européenne, lorsqu'on a des grands programmes qui impactent l'environnement, comme les constructions de routes, par exemple, ou des offshore éoliens, on est obligé de faire une étude environnementale qui accompagne ça. Et donc, voilà, donc les cétacés, par exemple, peuvent être intéressants là-dedans. Alors les observations, les méthodes d'observation, c'est assez facile, il y en a 4, donc ça va relativement vite. L'observation classique de base, c'est visuel, c'est-à-dire on prend son bateau et puis on va sur une zone et on regarde s'il y a des cétacés, si on en trouve, et si on n'en trouve pas. L'avantage, c'est qu'on peut connaître exactement l'espèce, on peut connaître exactement l'individu, parce que l'individu va avoir des traces caractéristiques sur son corps, donc lorsqu'on va prendre une photo, on va pouvoir lui faire une fiche avec l'individu en question, et on va pouvoir donc, s'il est résident, le suivre pendant toute sa vie, et puis s'il est de passage, essayer de le matcher à différents endroits pour savoir quels sont ses déplacements sur la route migratoire. Et puis, on a la taille du groupe. Alors, la taille du groupe, il faut quand même être un tout petit peu raisonnable, parce que quand on n'a que, on va dire, 2 baleines à bosse devant le bateau, ça va, mais quand on a une centaine de dauphins autour du bateau, c'est un peu plus compliqué pour avoir exactement le nom, mais on peut en faire en tous les cas une estimation du groupe avec des techniques de capture-recapture. Capture-recapture, je parle de prise de vue, je ne parle pas de capture de je reprends de prise de vue et reprise de vue. Bon. Et puis, l'autre point important, c'est qu'on peut faire du comportement. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit, généralement, les bateaux, il y a une interaction qui peut se faire, soit une interaction positive, soit une interaction négative, mais au bout d'un certain temps, c'est assez discret, ils retournent à leur activité et donc principale, et donc on peut faire de l'analyse comportementale à ce moment-là. On peut savoir est-ce qu'ils sont en train de suivre des caps, est-ce qu'ils sont en pêche, par exemple, ou est-ce qu'ils ont une autre activité sociale que l'on peut caractériser directement. Ça, c'est l'intérêt de faire des observations visuelles. C'est pour ça qu'en 2011, on continue toujours à faire des observations visuelles. Le problème de ça, c'est qu'il faut être près des cétacés, donc il faut déjà les trouver. Et puis, c'est pour ça, ça explique le fait qu'il y ait beaucoup d'observations visuelles proches des côtes, parce que ça coûte moins cher. Et puis, en fait, on a nos bateaux qui nous permettent d'aller rapidement, proches des côtes, mais il y a moins d'expérimentations qui sont vraiment au large ou à travers les océans. Le deuxième problème, c'est que quand il fait nuit, quand il y a du brouillard, ou quand il y a des conditions météo un peu difficiles, du coup c'est un peu plus compliqué. Et de fait, il y a un petit biais qui s'organise. Par exemple, en Méditerranée, là à Toulon, on observe régulièrement des rorquals communs juste là. Voilà. Bon. Là. Pour l'instant, on ne les voit pas trop, mais peut-être, on ne sait jamais avant ce soir. Des cachalots, là, quoi. Par là, quoi. Bon. Et ça, on les observait en été, d'accord. Donc la grande publi qu'il y avait dans les années 80, c'est en hiver, on n'observe rien, mais sauf que personne n'est sur l'eau en hiver. Donc évidemment, on n'observe rien parce qu'on ne va pas les voir. Donc une autre approche qui est un peu plus récente, c'est que maintenant l'idée c'est qu'on va prendre un iPhone et on va le mettre directement sur l'animal pour essayer d'avoir l'ensemble de tout ce qu'il peut faire. Alors les accéléromètres 3D, gyroscope, hydrophone, on met des hydrophones maintenant pour avoir directement les sons qu'il émet, température de l'eau, pas de l'animal, pression pour avoir la profondeur, enfin tout ce qu'on peut mettre comme capteur, on le met dessus. Et l'idée, c'est d'avoir ces profils de plongée et de voir quelles sont ces variations de profil de plongée ou comment il fait pour s'organiser pour sa stratégie de plongée. Le problème qui se pose, alors après je reviendrai sur ça, le problème qui se pose, c'est que le petit biais de ça, c'est que généralement on implante un individu, c'est-à-dire qu'on n'a pas 50 000 balises à poser, et donc on peut se dire, est-ce qu'on peut après généraliser les résultats qu'on a sur un individu à tout le monde, d'accord ?
Et puis le deuxième truc, c'est quand on a un groupe sur lequel mettons l'instrument. Est-ce qu'on le met sur la femelle dominante ou est-ce qu'on le met sur un mâle qui est plutôt en train d'aller à droite à gauche, etc. Donc on a des choix un peu stratégiques, et ce qui fait que quand on essaie d'expliquer des informations qui nous remontent de ces données-là, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne peut pas tellement généraliser. Alors un truc qui est qui est très à la mode depuis un an et demi, 2 ans, c'est les balises Argos. Pourquoi? Alors, c'est fait depuis, en Nouvelle-Calédonie, ça doit être fait, la première manip a dû être faite en 2004-2005 par une Française, Claire Garrigue. Sur les rorquals communs d'ici, là, de hier, Christophe Guinet a fait ça en 2002, mais la technologie, elle n'est pas encore hyper bien maîtrisée, parce qu'en fait, on a un problème de poser la balise Argos sur la baleine. Ça a tendance un peu à s'arracher assez rapidement, et du coup on a la trajectoire de la baleine pendant 1 semaine ou 15 jours, alors que nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir la trajectoire au moins pendant 2 mois, voire pendant 6 mois, histoire qu'on puisse suivre des routes migratoires, par exemple. Donc j'y reviendrai parce qu'on a commencé un programme en Guadeloupe en 2010 là-dessus. Voilà. Alors, et puis l'autre point, c'est que quand on implante un individu, il y a la notion de stress qui est très répandue chez les biologistes qui s'occupent des animaux, et ça, il faut minimiser ce genre d'interaction entre l'homme et l'animal. C'était ma question, c'est juste en anthropologie, l'illustration l'a bien posée, mais c'est vrai que quand je sais pas, on pose quelque chose qui est assez gros, il ne va pas se mettre à faire des gestes complètement bizarres qui sont liés au fait que finalement on essaye, comme un chat aurait des chaussettes pour s'en sortir, il ne va pas du tout avoir le comportement calme qu'il aurait d'habitude. Ouais, là c'est quand même pas si gros que ça, je veux dire. Hein. Les balises Argos. Comment il est posé, quelle est la taille? On la shoot, on l'insère avec un petit harpon directement dans le gras de l'animal. Dans la graisse. Ouais, dans la graisse. Alors la réaction est notée, c'est-à-dire quand on fait ce genre de manip, la réaction est notée, c'est-à-dire qu'on sait si l'individu, on note si l'individu n'a pas de réaction, ou s'il y a une réaction, quel type de réaction il a, pour voir quel est l'impact dessus. Globalement, c'est très peu d'impact, quoi, ce qui est observé. Mais du coup, c'est des données qui sont récupérées en temps réel, ou c'est des données qui sont récupérées après sur un boîtier? Non, c'est la balise Argos, c'est en réel. Donc on a un abonnement chez Argos qui nous envoie toutes les positions. Alors après, on peut avoir, on paye en fonction du nombre de positions par jour, quoi. D'accord? Donc là, ça tombe bien parce que les baleines sont assez peu en surface. Donc on n'a pas 50 000 positions à la seconde. Mais en tous les cas, on récupère une position. Ça peut être une position par jour ou une position tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Et après, on fait une interpolation entre les différentes positions qu'on a. Parce que donc le système ne fonctionne que quand la baleine vient à la surface. Ah oui, il faut qu'il y ait donc elle a une petite antenne, il y a une transmission satellitaire. Alors la génétique, l'idée c'est, on cherche 3 choses en fait sur la génétique. Alors c'est pas facile de connaître l'âge, par exemple, d'une baleine, voire son sexe, quoi, je veux dire. Donc l'idée c'est que par un prélèvement de peau ou de gras, on peut essayer d'avoir cette information-là, même si là je ne suis pas super précis, mais bon voilà. On aimerait aussi avoir des informations sur son régime alimentaire, et puis on aimerait aussi avoir une information sur le niveau de pollution. Ici par exemple en Méditerranée, certains dauphins sont assez blindés de métaux lourds. C'est pareil par exemple pour les grands dauphins qui sont au niveau de la Hague. Et donc l'idée c'est de se voir, ils sont très résistants parce qu'ils sont quand même vivants. Et 2, certains échouages concernent principalement des dauphins, des jeunes. Et donc l'idée c'est de se dire peut-être que les adultes résistent mieux à la pollution à certains types de pollution que les jeunes. Alors, donc l'idée c'est simple, on arrache un bout de peau et un bout de graisse, alors soit en grattant la baleine c'est à côté de toi, soit simplement en tirant une petite arbalète et en arrachant un bout de peau en surface. Et là c'est la même chose, du coup on a des informations individu par individu. Alors sur les baleines à bosse, la communauté est super structurée parce qu'à chaque fois qu'on fait une biopsie, on fait remonter l'information par exemple sur des laboratoires qui s'occupent de toutes les banques de baleines à bosse vers l'Atlantique Nord, ou alors pour l'océan Indien c'est pareil. Alors généralement c'est les Américains qui ont ces banques là, mais c'est pas grave. En tous les cas on peut passer l'information pour avoir la filiation et essayer de suivre les familles qui composent le groupe.
Et enfin, donc la dernière méthode, c'est de l'acoustique. Alors on peut soit utiliser de l'acoustique active avec quelques sondeurs pour savoir par exemple où sont les cétacés, ou en tout cas quelles sont les densités de cétacés qu'il y a autour du bateau, mais c'est pas nécessaire parce qu'eux ils émettent des sons. Donc vu qu'ils émettent des sons, autant utiliser les sons qu'ils émettent pour essayer de les détecter, quoi. D'accord? Alors ça, c'est une technique qui est l'âge d'or, c'était 2000-2005, on va dire. Là maintenant, on a d'autres idées, mais on va dire 2000-2005, ça a vraiment été ce qui a été mis en avant par la communauté. On est parti sur tout ce qui pourrait caractériser l'espèce à partir uniquement de l'acoustique. Voilà. Alors, observation par acoustique passive, la chose qui se passe, c'est que pour chacune des espèces, alors, il y a des espèces qui sont beaucoup plus documentées que d'autres, hein. Par exemple, sur les baleines à bec, les différentes espèces de baleines à bec, on a très peu d'informations parce qu'elles sont généralement très très discrètes. Il y a une interaction négative avec le bateau, donc elles ont tendance à partir quand on arrive, et qu'elles sont souvent en profondeur. Donc on a très peu d'informations sur quelle est la nature du son qu'elles émettent, avec un contact visuel pour dire quelle est l'espèce qui a émis ces sons. Mais d'autres espèces, comme les baleines à bosse par exemple, baleines bleues, etc., on a beaucoup d'informations, on a même la possibilité de décrire exactement le signal qu'elles émettent. Alors là, je vous ai mis quelques fréquences, quelques bandes fréquentielles et des sons. Les sons, c'est évidemment les décibels, c'est pas les décibels qu'on a dans le milieu aérien, donc ça semble un tout petit peu important, mais on va peut-être en décrire quelques-unes après. Alors, les objectifs de l'acoustique passive, il est facile. Il y a 4 objectifs. Premièrement, détection. Alors, détection, on se focalise sur l'espèce pour l'instant. Je reviendrai après sur le problème de l'individu, mais pour l'instant, on est sur l'espèce. La localisation, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser avec le son qu'on reçoit, de faire une estimation soit de la distance de où est positionnée la baleine par rapport à l'hydrophone, soit essayer de la localiser un peu plus précise avec des méthodes de triangulation. Et puis après, l'estimation de densité. Et l'idée de ça, c'est de faire des descriptions de plongée, de faire des stratégies de groupe, etc. Alors, l'intérêt, il y a 2 types de sons qui sont émis par tous les cétacés. C'est soit des transitoires, c'est-à-dire les clics par exemple qui sont utilisés par certains odontocètes pour faire les colocalisations, soit des sons beaucoup plus harmoniques comme les vocalisations de grandes baleines. Et donc on va retrouver un peu c'est pas qu'on va retrouver un peu, c'est qu'on va retrouver des techniques de traitement de la parole que vous utilisez régulièrement et qu'on arrive et puis on essaie de détourner sur des problèmes d'analyse de sons de baleines. Alors le problème qu'on va rencontrer, c'est que du coup, il y a quand même une grande diversité des sons entre espèces, diversité entre espèces, et puis il y a une grande diversité de sons entre individus d'une même espèce. Du coup, lorsqu'on veut faire des détecteurs qui sont un petit peu robustes, l'idée c'est qu'on se focalise par exemple sur telle espèce parce qu'on sait qu'elle est présente dans la zone, mais en fait on n'a pas de détecteur qui soit généraliste au sens où on va détecter n'importe qui, n'importe quand, quoi. Et puis le deuxième chose, c'est que contrairement à ce que nous on fait, nous, quand moi je parle, vous vous taisez, les cétacés c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que tout le monde émet en même temps, et du coup ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une cacophonie totale, et quand on va faire des enregistrements, ça va être un petit peu compliqué de retrouver qui dit quoi et qui fait quoi. Et puis la propagation acoustique sous l'eau, elle est un petit peu embêtante, parce que il y a une déformation non linéaire en fréquence qui va être un peu gênante. Alors, on essaye d'utiliser des modèles mathématiques. On peut trouver sur Internet un certain nombre de modèles de propagation acoustique qui nous sont fournis pour essayer de retrouver le signal émis à la source. Mais bon, ça reste des modèles d'estimation, donc pas forcément super précis. En termes de détection, on va avoir 2 applications. La première application, c'est de se dire, ok, il y a une espèce qui est proche des hydrophones, des hydrophones, et je veux savoir ce que c'est comme espèce. Donc ça, c'est l'identification de l'espèce. Et puis l'autre application, c'est de dire jusqu'à où je peux détecter un individu. Donc on va avoir un gros problème de rapport signal son bruit, quoi. C'est-à-dire en fait, c'est un peu sur ça qu'il faut travailler, savoir jusqu'où on peut aller, quoi. Alors, du coup, on a une quantité de méthodes que vous connaissez déjà, qui sont soit d'analyse temporelle, d'analyse fréquentielle, etc. L'idée, c'est de se dire, avec toutes ces méthodes-là, il y en a bien une qui va réussir à marcher, parce que c'est toujours intéressant de se dire, est-ce que ça va aller. Nous, on avait développé, par exemple, on était parti sur
des modèles paramétriques classiques, je veux dire, en traitement du signal, genre autorégressif pour des problèmes de vocalise, des signaux avec fréquence. On a repris l'algorithme de Schur qui avait été développé dans les années 80, en fait, qui est un peu la généralisation de ce modèle-là, mais avec un certain nombre de coefficients qui nous permet après d'essayer de faire de la classification, et notamment c'était des choses qui étaient intéressantes pour essayer de voir s'il n'y avait pas des caractéristiques personnelles sur les individus. Et puis voilà, alors transformer en Hilbert-Huang, c'était une approche qui était une alternative qui semblait intéressante par rapport à transformer en ondelettes. Et donc on l'avait appliqué notamment à la distinction de vocalise d'Orc. Et voilà. Et donc l'idée à la fin de tout ça, à la fin de ces 10 ans, c'est de dire que il n'y aura pas forcément une approche qui va nous servir pour toutes les espèces, mais peut-être qu'on va peut-être essayer de faire des astuces qui va plus être contrainte par la base de données sur laquelle on travaille. Pour la localisation, il y a 3 techniques pour la localisation. La première, c'est de se dire, j'enregistre un son, donc j'ai un niveau de réception, un niveau acoustique de réception. Je fais l'estimation de quel est le niveau qui a été envoyé par l'espèce, parce qu'on sait à peu près à combien ils envoient le son. Par exemple, ça, on sait que c'est très répétitif chez la baleine bleue. Donc on se dit, je fais l'hypothèse que la baleine bleue a émis son son à, je sais pas moi, 182 décibels, et j'utilise un modèle de propagation pour estimer la distance, quoi. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de se dire, on fait une triangulation, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs hydrophones, et on va utiliser les temps d'arrivée du son à chaque hydrophone pour pouvoir localiser un tout petit peu plus précisément l'animal. Et puis, sauf que là, ça marche très bien lorsque le cétacé est proche des hydrophones, mais dès qu'il dépasse une certaine distance, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que la propagation, elle n'est pas... il y a des choses un peu plus difficiles. Et puis, la combinaison des deux, c'est-à-dire d'essayer de réduire les incertitudes sur la localisation en faisant la combinaison des deux. Voilà, donc ça, Hervé a travaillé là-dessus. Il vous en parlera peut-être. Et enfin, la classification. Donc la classification, c'est quoi? C'est de se dire qu'est-ce qu'il y a comme information à l'intérieur de chaque des vocalises ou des clics qui sont émis par les cétacés. Qu'est-ce qu'on cherche comme information, quoi. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard que par exemple sur le clic du cachalot, on peut bosser pendant 3 ans et essayer de trouver des informations qui sont contenues dans ce clic-là. Okay, et là, pour les baleines à bosse, c'est l'exemple que je vous donne là, je vous évoquerai ça dans 15 secondes, c'est de se dire les champs des baleines à bosse sont structurés, et donc comment on fait pour... Enfin, est-ce que ça a un sens de dire qu'il y a certains sons qui sont plus répétitifs que d'autres, qui sont plus utilisés que d'autres? Et là aussi, on reprend toutes les méthodes que vous connaissez, que vous avez présentées, c'est-à-dire réseau de neurones, statistiques et compagnie. Voilà. Une des nouvelles perspectives qu'on est en train de regarder depuis 2009, c'est de se dire, voilà, en gros, on a un nombre de sons qui est émis pendant un certain temps dans une certaine région. Est-ce qu'on peut dire combien il y a de baleines? Alors nous, on a bossé sur la baleine bleue pendant 3 ans. À la fin des 3 ans, donc je vous montrerai tout à l'heure, à la fin de 3 ans, on nous a dit, bon, d'accord, vous avez détecté un certain nombre de cris, 170 000 cris par an, combien il y a de baleines, quoi? Et la question, c'est qu'on dit, on ne sait pas, on ne connaît pas le lien qu'il y a entre le nombre de cris qui est émis et le nombre de baleines, quoi. Donc ça, c'est une thématique qui est actuellement assez à la mode. L'idée, c'est de se dire, est-ce que, comme ça, on peut faire de la présence-absence et de caractériser le nombre d'individus qui est présent, et est-ce qu'on peut compléter avec les techniques visuelles qui sont actuellement les seuls moyens d'avoir cette information. Alors, je vais même en parler tout de suite. Il y a plusieurs méthodes. Bon, vidéo, ça c'est fait. Récupérer, ça c'est fait, d'accord. En fait, dans les méthodes, il y a des méthodes qui sont des méthodes de statistiques qui sont utilisées depuis au moins une trentaine d'années sur n'importe quel événement, d'accord. Donc, ça s'appelle distance sampling. L'idée est simple, vous avancez dans un chemin, vous comptez tous les arbres qu'il y a autour de vous dans un certain chemin, et après vous déduisez le nombre d'arbres dans la forêt, d'accord. C'est l'idée de distance sampling. On va voir qu'on va essayer de voir si cette méthode-là est possible à être utilisée sur les baleines. Je vais en parler dans 15 secondes. La deuxième méthode, c'est de localiser les individus. C'est ce que Hervé avait fait sur les cachalots. C'est qu'en fait, donc on va récupérer un nombre de clics important, et au lieu de dire
ce clic-là, je l'affecte à un individu, je vais utiliser ce clic-là pour le localiser. Et du coup, si les individus sont, enfin pas tous en même temps, s'ils sont tous ensemble, voilà, mais s'ils sont légèrement séparés, on va pouvoir les différencier comme ça. La reconnaissance de signature individuelle, on va peut-être en parler, à ma connaissance, n'a jamais été fait sur les cétacés. Ça va venir, ça va venir. Donc voilà, ça c'est fait. Et la quatrième méthode, c'est peut-être une approche statistique. En fait, ça n'a jamais été fait sur les cétacés parce que on ne sait pas trop. Maintenant, on va voir la taille déjà des cachets. Ouais. Donc c'est pas mal. Alors, distance sampling, c'est quoi? C'est super simple. La formule elle est super simple. C'est de se dire, on va compter le nombre de cris, on divise par l'air qui est autour, qu'on observe. Et puis on divise aussi par la probabilité de détection, parce que comme ça permet de dire si on a des trucs qui ont été bien détectés ou mal détectés. D'accord? Donc l'idée, elle est astucieuse. Il faut quand même, alors on fait ça de façon visuelle, d'accord? Ça marche très bien au niveau visuel. L'idée c'est qu'on est, alors ça marche très bien de façon visuelle pour plein d'applications, comme je disais sur les arbres, mais par contre sur les baleines, le seul petit souci c'est que certaines sont en profondeur, et donc quand on passe en bateau, on a tendance à les louper, quoi. Donc l'idée qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on fasse des hypothèses sur l'idée que finalement, on va peut-être pas voir toutes les baleines qui sont présentes dans la zone. Donc voilà, donc ça, on va modifier ça. Et puis il y a un autre point aussi qui est un peu compliqué, c'est que cette méthode-là, elle est uniforme, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas quand on traverse une zone de hotspot, par exemple. On pense que que la concentration des animaux est constante pendant tout le parcours, alors qu'en fait on sait que pour les cétacés il y a une notion de hotspot, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont être privilégiées plutôt que d'autres, et donc c'est pas non plus très évident de faire ce genre de généralisation. Donc on sort un histogramme des observations. Le problème des histogrammes des observations visuelles, c'est qu'il dépend de la performance de l'observateur. Donc quand vous avez un gars qui fait 2,50 m de haut avec des très bonnes vues, etc., il va avoir une idée. Il va avoir une meilleure détection visuelle que la personne qui fait 1,20 m et qui est au niveau du pont, quoi. Et du coup, exactement. Et du coup, ça va ruiner ton histogramme, quoi. Donc l'idée qui se passe là, c'est que par exemple, les mathématiciens, parce que les mathématiciens, ils ont la réponse à tout à chaque fois qu'on leur pose une question, donc on a dit, bon, c'est simple, ton histogramme, tu vas m'enlever toutes les parties. Là, par exemple, vous voyez, il y a des gars qui se sont sentis plus astucieux, donc ils ont fait des détections un peu plus loin. Finalement, on va reconfigurer l'histogramme et puis on va virer toutes ces détections qui finalement, ça revient à réduire la surface qu'on est en train d'observer. Voilà. On part du principe que la baleine qui est pile poil devant le bateau, on la voit, et puis celle qui est un peu plus loin, on la voit pas. Bon, en tout cas, on peut la louper, quoi. Donc du coup, il y a des fonctions qui sont mises, et puis voilà. Bon, ça c'est pour les observations visuelles, d'accord? Donc très bien, on a une méthode, elle a été appliquée par des grands, comme Jay Barlow par exemple pour le Pacifique Nord, il a fait toute une estimation des baleines à bosse de ce côté-là, donc pas de problème. Maintenant l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on peut appliquer cette méthode-là sur des observations acoustiques? C'est-à-dire en fait on met notre hydrophone, on va pas voir, mais on va partir sur le nombre de cris qu'on va détecter, quoi. Alors là c'est super facile, on a ici le nombre de cris détectés. Bon là on a une petite correction parce que le détecteur, on sait qu'il y a des fois des mauvaises détections qui sont faites, donc on va essayer de corriger ça. Ici K c'est le nombre d'hydrophones, parce que là si on a un seul hydrophone, on va avoir un peu moins de son que si on en a 50. La surface autour de l'hydrophone, parce qu'on va essayer de limiter, si vous voulez, la détection dans un cercle autour de l'hydrophone, quoi. P c'est toujours notre probabilité de détection. T c'est le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de cris si on enregistre 48 heures que si on enregistre 1 minute. Et puis R, c'est ce qu'ils appellent le call rate. En fait, R c'est l'estimation du nombre de cris par individu. Et ce dernier paramètre-là nous ruine complètement l'idée qu'on va pouvoir utiliser ce distance sampling. Pourquoi? Parce que de connaître le nombre de cris par individu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, on ne sait pas, quoi. D'accord? Donc en 2009, Len Thomas et Tigo Marquez qui ont lancé cette méthode-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un hydrophone, ils l'ont collé à une baleine à bec, ils ont enregistré le nombre de cris pour cet individu-là, et après ils ont dit, voilà, je peux utiliser ma méthode parce que j'ai une estimation assez fiable
de ce nombre de cris, quoi. Bon, nous, on n'a pas de chance, on travaillait sur les baleines bleues en Antarctique. Donc déjà, 1, on n'y est jamais allé. 2, si on y est allé, je suis pas sûr qu'on en aurait vu une. Et puis 3, si on a vu une, je suis pas sûr de pouvoir poser un hydrophone sur elle. Donc conclusion, on est arrivé à essayer d'estimer ce paramètre-là, qui est en fait un paramètre un tout petit peu sensible. Et du coup, bah, en gros, si c'est moi qui décide de quelle estimation je donne de ce collerette, c'est moi qui décide de combien de baleines j'ai envie de dire. Donc c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Et ça c'était en 2009. Et en 2011, on a eu notre workshop là, fin août. Et ils étaient pareils, quoi. Les gars ils étaient toujours sur ce critère en se disant, bon, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ok, les baleines bleues antarctiques, actuellement la Commission baleinière internationale pense qu'il en reste moins de 1000, d'accord, 1000 pour tout l'Antarctique, c'est-à-dire qu'en fait elles sont en voie d'extinction, là on est en train d'enregistrer les dernières, et l'idée c'est de se dire, bon, est-ce qu'on peut les localiser un peu plus finement, et est-ce qu'on peut estimer leur densité, ou en tout cas, est-ce que le nombre de cris augmente, est stable ou diminue par an, quoi. C'est l'idée du truc, quoi. Et donc on n'est pas les seuls, enfin nous on est les seuls en France, mais il y a d'autres, il y a des Australiens et des Nouvelle-Zélandais qui bossent sur la question, et on essaye de voir si, à travers un consortium, on peut comparer nos résultats. Alors, c'est quelque chose qu'on fait avec Christophe Guinet du Centre d'études biologiques de Fusée, qui est allé voir les gens du CEA, et qui ont demandé aux gens du CEA de nous donner leur enregistrement. Bon, il faut savoir que il y a plein d'hydrophones qui sont très basse fréquence, qui sont mis dans l'eau, parce qu'on n'a plus le droit de faire des explosions nucléaires, par exemple, même sous l'eau, quoi. Et puis dès qu'il y en a un qui le fait, on dit, bon, bah, toi, c'est pas bien. Et donc, l'idée, c'est qu'on se dit, bon, bah, on va peut-être utiliser ces hydrophones-là, puisqu'ils enregistrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque c'est des fréquences, et les gars, ils enregistrent à 250 Hz, et que nous, nos baleines émettent entre 20 et 30 Hz, on se dit, bon, on va utiliser ces enregistrements-là pour voir s'il y a de la baleine bleue. Je voulais juste dire ici, oui, alors après, je vais vous dire pourquoi on a travaillé dessus et quels sont les résultats. Donc, les baleines bleues ont un gros avantage par rapport à d'autres cétacés, c'est qu'ils ont des sons stéréotypes. C'est-à-dire, en fait, ils vont, quel que soit l'individu, répéter les mêmes types de sons, quoi. D'accord? Donc là, je peux vous faire écouter, si vous voulez, une baleine bleue antarctique. Bon, c'est un peu accéléré parce que sinon, on n'entendrait rien. Et... Ah, on n'entend rien, déjà. Bon, voilà, d'accord. Bon, voilà. Ah, enlève la prise jack, on t'entendra. Ouais. Ok, donc c'est pas... Non, mais c'est pas... Voilà. Bon, c'est pas... C'est un truc en deux, c'est ce son-là qu'on entend, hein, d'accord? C'est en deux tonales, une tonale à 27, 28, 29 Hz, et puis une tonale à une vingtaine de Hz, d'accord? Donc ça, c'est répété en séquence, qui peut être une séquence de 1, de 3, de 5, voilà. Bon, alors on a fait un petit détecteur, un filtre adapté, donc on s'est amusé à créer un petit template qui nous servait bien. Pourquoi tu n'as pas pris une copie, pourquoi tu n'as pas pris une signature spectrale, pourquoi tu as construit un template, je ne suis pas compris. Ça nous semblait la meilleure chose pour pas avoir de bruit, pour pas considérer le bruit, quoi. Ah. Tu vois, on a fait un template qui était le template le plus proche du spec qu'on voyait sans avoir à considérer de bruit autour, quoi. Et puis ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ça va beaucoup plus vite après quand tu fais du calcul. C'était des zéros. C'était voilà. Mais bon, l'autre communauté utilise les corrélations de spectrogramme, donc on s'est dit on va faire différemment, quoi. Bon, ça marchait plutôt bien, donc on ne s'est pas trop cassé, quoi. Alors là, vous voyez par exemple, donc il y avait 2 stations d'hydrophone au nord et au sud de Crozet. Et par exemple, pour les baleines bleues, on a 173 000 cris, donc 173 000 cris, il vaut mieux que ça soit fait automatiquement que... Alors le truc important, c'est une thèse en biologie, en écologie même, le truc important, c'est qu'il a été montré que les baleines bleues étaient présentes toute l'année autour de Crozet. Et ça, c'est quelque chose qui a été fondamental, parce que jusqu'à présent, on pensait que les grandes baleines avaient toutes des migratoires nord-sud, quoi. Alors l'idée, donc du coup, on s'est dit, bon, là, évidemment, on ne sait pas si c'est les mêmes individus ou pas qui sont présents autour de Crozet. Mais ça veut dire qu'il y a quand même
une résidence autour de la... On a même donné une estimation des positions, ce qui a servi les Japonais l'année d'après, mais en tous les cas, c'était l'idée. Alors, on a fait la détection. Alors, la localisation, on a eu de la chance parce que à plusieurs reprises, les individus sont passés dans notre réseau d'hydrophones. Les hydrophones sont en vert, donc on a pu suivre la baleine à travers le réseau d'hydrophones. Et ça nous a permis de quoi? Ça nous a permis de donner exactement l'intensité acoustique qui avait été émise par la baleine et de détailler précisément les caractéristiques de son son, quoi. Ce qui n'avait pas été fait sur la baleine bleue de façon antarctique, je veux dire, de façon détaillée. Sur les estimations, on était parti sur l'utilisation d'un seuil de détection assez haut, de telle sorte à détecter, d'être sûr de détecter de quand il y a une détection, que la détection corresponde à un cri de baleine bleue et pas à une fausse alarme. Et donc on s'était limité à une centaine de kilomètres autour de Crozet. Alors, du coup on s'était dit, ok, on va appliquer cette fameuse formule, et comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est le R. Et donc, alors tout le reste marche bien, hein. On peut très bien dire, ok, on peut donner une estimation de notre bonne détection ou fausse détection, on peut dire de combien de temps on fait les observations, combien d'hydrophones on utilise, là on n'a pas pris un cercle complet parce qu'en fait il y a un problème de masking avec l'île de Crozet. Donc tout marche bien jusqu'à tant qu'on arrive à ce fameux R, et puis quand on donne ce fameux R, en fait, le fameux collerette, je veux dire, en fait, là on commence un peu à cuisiner et puis ça commence à être un tout petit peu moins fort. Alors on était parti sur des observations a priori qu'on avait de la base de données, notamment le fait que les séquences étaient des séquences de 5 cris. On ne sait absolument pas pourquoi il y a 5 cris, mais bon, c'est comme ça, quoi. On ne sait pas non plus si les mâles, est-ce que les femelles chantent ou pas, ça n'en sait rien. Donc du coup, il y avait un certain nombre de situations qui nous faisaient croire que c'était un petit peu de cuisine, quoi. Ceci dit, on a quand même fait une proposition, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Alors, l'alternative à cette technique-là, c'est de se dire, voilà, le concept est le suivant, c'est que si une baleine émet 60 cris, d'accord, la distribution de ces 60 cris est différente. Alors, si on pense que les cris ne sont pas envoyés complètement n'importe comment, quoi, la distribution de ces cris est différente. Alors, je sais, voilà, s'il y avait 2 baleines qui émettent 30 cris chacune, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, on va faire un petit modèle qui peut avoir un sens. Alors là, en l'occurrence, c'est des modèles de poissons où on estime 2 paramètres, le nombre de cris dans l'air autour de l'hydrophone pendant un certain nombre de temps et le nombre de cris qui est émis par un individu. Bon, ça je passe, voilà. Donc du coup, on a ces 2 paramètres nu et lambda à estimer, et à partir de ces 2 paramètres nu et lambda, on va pouvoir donner une estimation du nombre de cris. Alors voilà le résultat, donc ça c'est le résultat qu'on a publié cette année. On va avoir des estimations d'une dizaine d'individus pendant les mois où il y a le plus de cris, d'une dizaine d'individus. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, on est bien d'accord. On ne peut pas dire si ce type de résultat est valable ou pas valable. Par contre, l'idée c'est qu'on n'a pas trouvé 2800 baleines, quoi, d'accord? Si on avait trouvé quelque chose qui était totalement aberrant, on l'aurait dit. Là, on trouve des choses qui sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on imagine de ce qui peut être autour de Crozet. Bon, voilà, on a mis ça. Bon, il y a des choses à finaliser en tous les cas dans cette approche et on essaie de travailler dessus, quoi. Voilà, ça c'était pour les baleines bleues. Les baleines à bosse. Donc les baleines à bosse émettent des sons qui sont des unités sonores. Alors, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Voilà, ça c'est des chants qui ont été enregistrés à Madagascar. Donc les mâles arrivent dans les zones de reproduction et vont émettre ces chants-là 24 heures sur 24 pendant toute la période de reproduction, c'est-à-dire 2 mois et demi, 3 mois, d'accord, non-stop. Donc sur la zone, dans la zone, tu vas avoir une dizaine de mâles. Donc quand tu mets ton hydrophone, bon, tu mets déjà ton gain 0, puis surtout c'est que ça gueule de partout, quoi. Donc on va avoir des enregistrements de sons qui va venir de plusieurs endroits et se superposer. Donc l'idée, c'est que Roger Penn dans les années 80 a dit voilà ce qu'on va faire, silence, émission, silence, etc. Donc il va dire ok, entre 2 silences, on va définir une unité sonore, et l'idée c'est qu'après on va dire à des biologistes, ça dure une semaine, donc je vais arrêter tout de suite. On va dire aux biologistes, l'idée c'est de mettre en évidence le nombre
d'unités sonores qui sont utilisées par l'individu? Est-ce qu'il y a une récurrence plus pour l'une que pour l'autre? Enfin voilà, est-ce qu'on peut en déduire un ordre, un séquencement de ces unités sonores? Et en fait, c'est le cas, puisque on est capable de donner le leitmotiv du chant de la saison, d'accord, sachant que le leitmotiv évolue un petit peu entre le début de la saison et la fin de la saison. Et ça a été un gros coup, parce que dans Nature, en 2007, il y a un Australien qui a montré en fait qu'un mâle qui est parti de la côte Est est venu polluer le chant des mâles de la côte Ouest, parce qu'il est venu, il a commencé à changer le chant, et tous les autres se sont accordés sur lui. Donc il y a une grosse importance sur ces chants-là. Dans les années début 2000, on était tous persuadés que c'était pour attirer les femelles, bon, sauf que certaines observations ont montré que certains mâles chantaient et ne voyaient jamais de femelles pendant toute la saison, donc soit ils étaient mauvais, soit il y avait un problème. Par contre, il y avait beaucoup d'interactions avec d'autres mâles. Donc du coup, maintenant, pour l'instant, on part sur l'idée que en fait, le chant servirait soit à délimiter un territoire, soit à avoir des interactions mâle-mâle. Voilà, donc ce que font les biologistes, c'est qu'ils donc ils enregistrent pendant 3 mois sur zone, et puis après ils ont tout le reste de l'année pour écouter les chants à l'oreille et puis faire leur classement manuellement, quoi. Donc on s'était dit très bien, est-ce qu'avec des gens comme l'équipe de Hervé, on peut faire, puisque je sais qu'ils sont super performants, faire des classements automatiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple les mails, les MFCC marchent très bien. On ne savait pas jusqu'à ce soir, mais on va savoir. Donc du coup, bon voilà, donc l'idée c'est de prendre différentes méthodes de classification que vous utilisez. Alors on a l'avantage, c'est que les unités sonores sont avec au moins une fréquence, sinon des harmoniques, sinon déformants, et donc l'idée c'est que des méthodes qui marchent bien sur les signaux voisés de parole, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien sur ce type de son. Et puis après de se dire, est-ce qu'on peut les classer? L'idée, alors, il y a par contre une variation individuelle importante, et il y a une variation d'une saison à une autre importante, et d'un lieu à un autre important. Donc l'idée, c'est de se dire comment on fait pour s'en sortir. Est-ce que ce qu'on avait développé dans les années 2007, c'était dédié que à nos chants de 2007 à Sainte-Marie, donc à Madagascar, je veux dire. Donc c'était un petit peu limité, parce qu'on ne pouvait pas éventuellement imaginer une généralisation à d'autres Bayanabos d'une autre région sur une autre année. Et donc l'idée, c'est de se dire ça, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut avoir une stratégie qui nous permette de lever cet aspect-là, et notamment qu'une technique qui marche pour 2007 puisse marcher en 2008 ou puisse marcher en 2009, déjà sur le même endroit, quoi. Et donc l'idée originale qu'on a eue au début, c'est de ne pas se faire contraindre par la notion d'unité sonore de Penn, mais de se dire qu'éventuellement, une unité sonore pouvait être découpée en plusieurs sous-unités, et de voir si le nombre de sous-unités était lui restreint, c'est-à-dire était inférieur en l'occurrence au nombre d'unités, quoi. Donc Joseph a présenté ce matin l'approche sparse sur cette décomposition, en montrant donc qu'il y avait plutôt une évolution des unités et peu des sous-unités. Une stabilité, le lexique des sous-unités, ce qu'il a présenté sur Portland. Très bien. Ça, c'est clairement une bonne nouvelle. En tous les cas, nous, alors, à Portland, j'ai eu un peu de mal à faire passer cette notion de sous-unité, parce que les mecs, ils pensaient qu'on leur vendait un concept supplémentaire. Mais finalement, bon, je pense qu'elle se comprend. Puis maintenant, elle va se comprendre assez bien maintenant. Mais bon, on va voir. Et donc, on voit, si tu veux, qu'il y a une certaine... Bon, moi, j'ai appelé ça un peu prosodie, mais peut-être que c'est pompeux, mais disons qu'il y a une certaine façon d'envoyer le son, avec des attaques assez directes, et puis après un son qui meurt, qui essaye d'un petit peu de moduler, puis qui meurt à la fin. Et du coup, bon, ça nous a fait penser que la notion de sous-unité, donc qui caractériserait une partie du son, pouvait être intéressante pour faire de la classification d'unités sonores. Alors actuellement, il y a un collègue de Southampton qui est parti sur une notion de Markov, parce qu'en fait l'idée c'est que, alors il y a deux idées en fait. L'idée c'est de se dire, ok, sur les sous-unités sonores, vu que les sous-unités sonores sont dans un certain ordre, c'est-à-dire qu'il y a un ordonnancement dans le champ, est-ce qu'avec du Markov on peut les prédire? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, si on a des sous-unités, est-ce que des sous-unités sont liées les unes aux autres? C'est-à-dire, est-ce que la sous-unité B, par exemple, viendra toujours après la sous-unité D? Et puis ça marche pas trop mal pour la classification, en tous les cas de nos bases de données. Alors le problème qui se pose, c'est que pour l'instant, on travaille que sur nos bases de données, donc qu'à un certain endroit, là c'est Madagascar,
que dans cette région de Madagascar. Donc ça fait un peu rire parce que bon, on aimerait bien avoir des résultats un peu plus larges. Et donc là, on va essayer de travailler avec des Américains sur d'autres bases de données. Voilà. Donc ça, c'était l'aspect. Joseph a présenté ça ce matin. Alors, il y a un autre programme sur lequel on est investi depuis 2009. C'est, vous l'avez sûrement entendu à la radio, le gouvernement a créé un nouveau sanctuaire des mammifères marins. Le premier sanctuaire des mammifères marins, il est où? Le premier sanctuaire des mammifères marins en France. Ah, j'en parle demain. Bah, il est là, il est juste là. Tu vois, et ça, c'est un sanctuaire. Bon. Le deuxième, il est dans les Antilles. D'accord, il vient d'être créé en 2010. Il a été créé en 2010 par Borloo. Le premier, c'était par Ouanet. Et donc l'idée, sanctuaire ça sert à rien, hein, c'est juste un symbole politique parce que de toute façon les baleines sont protégées partout dans le monde, donc il n'y a pas de raison de créer des sanctuaires. Mais bon, l'idée c'est de se dire, ok, nous on va en faire un parce que c'est des zones de reproduction, parce que c'est des zones où on voudrait créer un symbole, et dans la Caraïbe en l'occurrence il y a encore de la chasse à la baleine, et donc l'idée de créer un sanctuaire dans la Caraïbe c'est de montrer que la France n'était pas forcément pour. Et donc pour accompagner la création du sanctuaire, le ministère nous dit bon, combien il y a de baleines dans les Guadeloupe, parce que ça serait bien en Martinique, en Guadeloupe, ça serait bien avant de créer un sanctuaire, de savoir si au moins il y a des baleines, quoi. Donc l'idée, on a commencé un petit programme pour recenser les vingtaines d'espèces qui ont été observées visuellement dans les années début 2000 dans la Caraïbe, quoi. Et puis ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un gros symbole en Guadeloupe, c'est la réintroduction du lamantin. Le lamantin, il a été mangé par les Guadeloupéens. Je suis enregistré, hein? Le lamantin a disparu de la Guadeloupe. On fera un montage après. A disparu malheureusement de la Guadeloupe dans les années début 1900. Je crois que le dernier c'est 1910-1920. Et donc symboliquement, la Guadeloupe cherchait un gros symbole et ils se sont dit on va réintroduire le lamantin. Donc du coup ça a partagé la communauté en deux, ceux qui sont pour et ceux qui sont défavorables. Mais en tout cas, pour nous, c'est intéressant parce qu'il y a les moyens, par exemple, de travailler sur l'écologie du lamantin et pourquoi ils se plaisent en Guadeloupe, si jamais ils reviennent. Et voilà, et donc on a associé plein d'acteurs. Alors, il y a 21 espèces qui sont dans les Antilles françaises. Ça veut dire que c'est énorme, quoi. C'est un gros hotspot. La Caraïbe a un gros hotspot de cétacés. Il y a 80 espèces. Sur 80 espèces, il y en a 21 qui sont présentes. Et en plus, il y a des espèces qui nous intéressent tout particulièrement, puisqu'il y a des baleines à bec, par exemple, des iphus. Et l'idée, c'est de se dire, ces baleines-là qui sont absolument très peu décrites, parce que voilà, elles sont trop discrètes, quoi, et ben peut-être qu'on va avoir la possibilité de le faire en Guadeloupe. Voilà. J'ai quoi là? Je sais plus. Voilà. Et puis, il y a des orques qui sont très discrets aussi en Guadeloupe, qui sont très discrets en Martinique, et pourtant, ils sont présents dans la Caraïbe. Actuellement, on ne connaît pas, on n'a pas recensé le nombre d'orques qu'il y a, on n'a pas recensé le nombre de groupes. On pense qu'ils sont résidents, mais il y a pas mal de travaux à faire là-dessus. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux choses sur ce programme-là depuis 2009. On a mis une bouée à l'eau pour faire des enregistrements permanents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au large de la Guadeloupe. Avec une stratégie qui n'est pas tout à fait la nôtre dans la mesure où on a utilisé une bouée en surface parce qu'on a eu un partenariat avec des pêcheurs et qu'eux nous ont mis à disposition des corps de bouée, donc on est parti sur cette solution-là. L'intérêt de cette solution-là, c'est qu'on peut récupérer les données relativement souvent et donc on n'est pas obligé d'attendre 3 mois ou 4 mois ou 5 mois pour avoir les données, quoi. Et puis l'intérêt, c'est que du coup, ça va nous éviter d'aller en mer pour faire de l'observation visuelle en permanente, et notamment pour les Antilles, il y a des zones qui sont un peu délicates, c'est ce qu'on appelle les côtes au vent, parce que les côtes au vent, comme l'on se dit, il y a toujours le vent, et donc elles ne sont jamais observées, quoi. En gros, quand on fait le bilan des observations visuelles, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, c'est principalement les côtes sous le vent sur lesquelles les observations ont été faites, et très peu sur les côtes au vent. Tu transmets un Wi-Fi sur la côte? Non, pas sur la côte, que sur à proximité du bateau. Sur le bateau, d'accord. Ceci dit, maintenant, sur les nouvelles normes, ils font des transmissions à 40 km, donc ça peut évoluer. Il faut rester stable. Avec la route, tu vas perdre sûrement la directivité nécessaire pour faire cette distance-là. Le fond, c'est 100 mètres? L'hydrophone, il a 60 mètres, 50-60 mètres là. Ah bon? 55 mètres. Voilà. Il n'est pas très profond. La bouée est ancrée à 1005. Ah bon? Et le bout de chaîne, ça va? Non, ok. Non, la chaîne, elle est pratiquement au niveau du corps, de l'ancre.
Et après, c'est que du bout, je me rappelle, d'accord. Ah bon? Ouais. Et ça tient. Ouais. Bah. Parce qu'on a rencontré Mobilis, là, une société qui fait des bouées dans le coin. Pour en mettre ici, ils nous ont dit le bout, ça tiendra pas, il faut mettre de la chaîne. Non, alors pas de chaîne. Donc tu leur dis non. Bah ouais. Alors, je peux te faire écouter des enregistrements de chaîne. Ils avaient calculé la masse nécessaire pour que la chaîne. Non, c'est bon. Jamais pour que les maillons soient bien tendus, tu vois. Non, il faut qu'ils m'appellent. Alors après, ils voulaient mettre du caoutchouc. Ouais, voilà, caoutchouc. Ouais. Ah, mais c'est hyper cher. Mais sinon, le. Non, mais nylon, ça tient. Bah oui. Bah oui. Surtout. Non, pas de chaîne, il faut arrêter. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise qui nous l'a montée, c'est une entreprise de Toulon, c'est Sigma, ouais. Et une entreprise de Guadeloupe. D'accord, on a travaillé avec des gens bien. Quoi. Et puis la deuxième chose qu'on a faite donc en 2010, c'est l'Argos sur les baleines à bosse. Alors le gros travail qu'on fait dans l'Atlantique Nord, c'est de savoir quelles sont les routes migratoires des baleines à bosse. Alors, pourquoi c'est hyper important? C'est parce que depuis les années 70, tous les biologistes se sont accordés à dire que les baleines à bosse avaient des routes migratoires nord-sud, et donc ils ont partagé le monde par des familles. Alors tu as la famille de la côte américaine Est, la famille de la côte américaine Ouest, Afrique Sud, Est, Ouest, etc. D'accord? Donc on a toutes les familles comme ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'en gros, on pensait que c'était ça parce que ça plaisait, quoi. Mais l'idée, c'est qu'on aimerait bien avoir un peu plus d'informations sur sa route migratoire, sachant que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est du matching, c'est-à-dire qu'on comparait nos albums photos des gens qui étaient en Guadeloupe, par exemple, avec les gars qui étaient dans le Nord-Canada, quoi. Et on regardait s'ils pouvaient échanger des photos, quoi. Alors, ça a deux inconvénients. Premièrement, c'est que l'identification, c'est des catalogues de photos de dingue, enfin, importants, je veux dire. Et puis, deuxièmement, c'est que on a un projet sur l'identification, si ça vous intéresse, l'identification automatique de photos. L'idée qu'on fait généralement, c'est que quand on prend par exemple un étudiant sur le bateau pour nous aider à donner un coup de main, il fait 200 photos à la demi-heure. Donc le soir, quand il vient, on lui dit bon, ok, maintenant tu fais ton tri. Donc il le fait qu'une fois. Après, il fait plus que 20 photos par jour, quoi. Tu vois, il est beaucoup plus discret. Bon. Et le deuxième problème, c'est quoi? C'est que vous donnez à un scientifique une base de données, et il ne faut pas la partager avec un autre scientifique. Oui. Ça, c'est clair. Je veux dire, bon. Donc, conclusion, on s'est dit, l'Argos semble être une alternative intéressante pour partir sur cette solution-là. On pose des balises Argos donc, en 2010 et on envoie une. On voit une baleine. Donc c'est c'est un hasard total, quoi. Au lieu de partir le long de Boston, le long de Cape Cod, etc., où tout le monde l'attendait avec les appareils photo, elle a traversé l'Atlantique Nord pour se barrer en Islande, quoi. Donc on s'est dit, déjà, sans le faire exprès, un des premiers animaux de contact, déjà, elle ne fait pas la route migratoire que les biologistes auraient aimé qu'elle fasse, quoi. Et l'autre scoop qu'on essaye de montrer actuellement, c'est qu'on est même pratiquement... Alors, on n'aurait pas dû enregistrer, je ne peux pas livrer de secret. L'idée qui se passe, c'est qu'on est presque sûr que certaines partent dans l'hémisphère sud, alors qu'en fait, jusqu'à maintenant, les routes migratoires, c'est des routes étanches, quoi. C'est-à-dire que celles qui étaient dans les zones de reproduction dans l'hémisphère nord allaient dans les zones d'alimentation de l'hémisphère nord, mais il n'y avait surtout pas d'échange d'individus, comme quoi, pour des raisons bizarres, les biologistes ne pensaient pas à ça, quoi. Et a priori, nous sur la Guadeloupe, en tous les cas, il est possible qu'il serait peut-être, éventuellement, il y aurait peut-être une interaction avec des individus de l'hémisphère sud. Voilà, et là, clairement, normalement, l'Argos devrait être une solution. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est on veut participer un petit peu aux analyses génétiques. La France a pris un petit peu de retard. Il y a un hotspot que si vous allez jamais en République dominicaine, il y a 200 baleines qui sont là en permanence pendant les mois d'hiver. Et il y a eu, 200 baleines, voilà. Donc là, je vais peut-être quoi voir. Et il y a eu une grande banque de données génétiques qui a été faite sur ces baleines-là. Et donc, on veut y participer. En tout cas, on veut essayer de travailler avec eux pour conclure. Juste un autre point très vite, on a fait une mission, on a fait une croisière cette année, on est parti de Guadeloupe, on est allé jusqu'en Martinique, c'était un truc symbolique pour ouvrir un petit peu le sanctuaire des mammifères marins, donc on avait invité quelques scientifiques, même Hervé d'ailleurs, et on est parti de Guadeloupe en Martinique, on a fait du matching, on a fait des photos dans tous les sens évidemment, et on avait j'avais invité quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc Saint-Pierre-et-Miquelon c'est Nord-Canada, quoi.
Et quand il est rentré chez lui, il avait un match d'une photo qu'il avait prise lors de cette croisière avec sa base de données sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc quand même, on a la possibilité avec ça de mettre, entre guillemets, un travail qu'on attend avec impatience, de faire du matching, de reconnaissance un peu automatisé, de telle sorte qu'on puisse aller vite dans les catalogues. Le problème du catalogue, c'est que c'est la personne qui fait le catalogue qui sait ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, c'est-à-dire que si tu passes ton catalogue à quelqu'un, toi, tu vas pas faire ça toute ta vie, de regarder toutes les photos les unes après les autres à chaque fois qu'on te montre une photo qui a été faite dans la journée, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. La photo de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est en dessous, là. Oui. Et en haut, Guadeloupe, là. C'est beau, hein. Même prise, même angle de vue. Là, ça marche aussi. Non, mais là c'est peut-être un peu exagéré, il y a des photos qui sont moins belles. Ouais. Alors, bon, je m'étais dit, je vais conclure avec Toulon, puisque quand même, on est là pour ça, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ACOBAMS. Alors, ACOBAMS, c'est un accord qui a été monté par Monaco, qui avait pour but de renseigner sur tous les cétacés de Méditerranée et de la mer Noire. Et donc, l'idée, c'est qu'ils se réunissent une fois par an, il y a un petit comité scientifique qui donne un petit peu des directions où les chercheurs peuvent aller. Et notamment, un des points qui était important, c'est que le dernier recensement qui a eu lieu dans les années 90, au moment où le gars il a signé son recensement, il n'a pas cessé d'être critiqué jour après jour, en disant voilà, il n'est pas complet, il est mauvais, etc. etc. Bref. Donc du coup, l'idée, c'était de le relancer dans les années 2004-2005, le début d'un autre recensement des cétacés de Méditerranée. Bon, autour de ça, nous on avait fait des suivis de trajectoire de cachalot à Gibraltar, où ça s'était très très mal passé, et on s'était dit, bon, il faut absolument qu'on refasse une banque de données de sons de cachalot, et donc on avait, moi, pour des problèmes de raison budgétaire, j'avais cherché, et vu qu'il y a des cachalots à Toulon, on m'était dit, on va venir à Toulon pour les voir, quoi. Ok ? Toulon, c'est intéressant, parce que quand tu prends ton bateau et que tu fais 2000 ou 3000, tu as plein d'espèces, alors des dauphins évidemment, des rorquals communs, du cachalot, ça je l'ai dit. Il y a aussi un peu plus au large quand tu pars. Alors, quand tu pars en Italie, là il y a beaucoup de cachalots. Et quand tu pars en direction de l'Espagne, tu rencontres des baleines à bec, certaines baleines à bec. Donc c'est quand même. Jusqu'en mer de Ligure. Voilà. Et la présence, pour les dauphins en tout cas, elle est toute l'année. Pour les cachalots, je pense que tu as montré qu'elle était toute l'année aussi. Bah, on va voir cet hiver, même, voilà. Pour l'instant. Donc en 2004, on a sillonné, là, ici, ça c'est le canyon de Toulon. Donc au large de Toulon, tu as différents fosses, donc des canyons en gros. Et donc on a sillonné les canyons à la recherche d'un cachalot. Et puis on n'y est pas allé doucement, puisqu'on avait 3 voiliers et un avion. Hein, donc j'avais la puissance de l'armée américaine. L'idée qu'on a fait, donc ce qu'on a montré, c'est quoi? C'est que le clic de cachalot, donc le cachalot, je vais vous le faire écouter tout de suite. Faire écouter, c'est assez intéressant puisque le cachalot c'est ça. Voilà. Oh. Oups. Pour enlever l'image, ça perturbe. D'accord, c'est que du clic. D'accord, du clic, c'est-à-dire un son bref. Donc l'idée elle est super simple, c'est l'écolocalisation. Donc le cachalot va émettre ce clic-là et va comme ça savoir où chercher et quoi chercher. D'accord ? Donc on se dit d'accord, alors nous on est un peu de signal, donc on se dit bon, on va quand même regarder la forme du clic. Bon, il s'avère que la forme du clic c'est des pulses successifs, d'accord, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce clic-là, tu as plusieurs ondes. Et donc Moll en 2003, c'est un mec d'Hawaï, il publie un article qui indique la notion de ces pulses, et puis donc on voit bien P0, P1, P2, P3, et l'idée, elle est super simple, et l'idée c'est de dire, bon bah voilà, les lèvres phoniques qui vont générer le pulse, va envoyer à travers le spermacétie, donc une masse graisseuse, le son vers l'os frontal. L'os frontal, il n'est pas du tout comme ça, c'est un mauvais schéma. Mais si tu vas par exemple au muséum d'histoire naturelle à Paris, tu as un cachalot, et quand tu vois l'os frontal, c'est exactement une parabole. Donc c'est vraiment un réflecteur parfait. Et après, tu as le clic qui traverse un certain nombre de masses graisseuses successives qui nous feraient penser éventuellement qu'ils pourraient être utilisés pour orienter le clic, c'est-à-dire parce que le cachalot, quand il nage, il ne tourne pas la tête comme un dauphin, par exemple, hein, d'accord, il est vraiment rectiligne, et pourtant il scanne à droite et à gauche. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et donc nous, on prend notre base de données, nos 40 000 clics, et on se dit, bon bah déjà on va commencer à travailler sur les pulses. Sauf que le modèle de Moll, on ne l'a jamais retrouvé, quoi. Enfin, on l'a retrouvé une fois une fois de temps en temps. Donc quand on allait dans les conférences,
on disait, mais attendez, vous savez, on s'intéressait à des spécialistes de cachalot, et vous en retrouvez le modèle de Moll, parce que nous on aimerait bien savoir, etc. Et le gars il dit, toi on avait ça, toi par exemple ici, là, est-ce que ça c'est P0, est-ce que ça c'est P1, P2, ou est-ce que c'est que P1, est-ce que ça c'est 2P2, ou est-ce que c'est P2, enfin bref, on était un peu embêtés quoi. Et quand on allait voir les spécialistes, ils disaient, oh, oui, on l'a retrouvé, mais par contre quand tu demandais un petit peu de détails, bon c'était pas clair, quoi, la réponse n'était pas claire. Bon, très bien. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, on peut considérer le cachalot comme un dipôle acoustique. C'est-à-dire en fait, quand tu places un hydrophone, on va pouvoir enregistrer les clics aussi bien au niveau de l'évent, au niveau de la lèvre phonique qui a généré le clic, qu'au niveau de la réflexion sur l'os frontal. Et du coup, ça c'est hyper important parce que ça veut dire que ce que tu vas enregistrer au niveau de ton hydrophone, du fait de la directionnalité hyper importante du clic, et ben, si tu es dans l'axe de l'animal, tu récupères le modèle de Moll, mais si tu n'es pas dans l'axe de l'animal, et ben, en fait, tu vas avoir les ondes qui vont s'effondrer, quoi. Et puis en même temps, le P1 et P2, ils vont bouger à l'intérieur du clic, parce que tu vas avoir un temps d'aller sur l'hydrophone qui va être différent, suivant que ton hydrophone est dans l'axe ou pas dans l'axe, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bah, on va utiliser cette perturbation, enfin ces changements, cette modification dans le modèle de Moll, pour indiquer quel est l'axe de l'animal par rapport à notre hydrophone. Et du coup, on a à l'intérieur d'une plongée, on a donné l'orientation, enfin une estimation en tous les cas de l'orientation de l'animal au cours de sa plongée. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que bon, je sais que Hervé a des grandes ambitions pour mettre un hydrophone au large de Hyères. 4 hydrophones. Oui. Voilà. Il y a aussi un observatoire, un neutrino, là, qui n'est pas très loin d'ici, qui fait 3 km de... 4 km3. 4 km3, ouais. Voilà. Et eux, ils ont, je sais pas, une centaine d'hydrophones sur leur matériel, donc on est allé les voir pour savoir s'ils pouvaient nous donner leurs données, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un programme européen. Et puis jusqu'à maintenant, je sais pas, on a eu accès à 15 minutes, quoi, depuis 2007. Le vrai problème, c'est qu'ils ne datent pas les événements à l'échelle qu'on souhaiterait. Puisque ce qui les intéresse, c'est de savoir si un neutrino arrive une semaine ou une autre, mais pas la mise-seconde près. Donc en fait, dans leur fichier, dans leur format, il n'y a pas la date assez précise. On en est là. Alors, les astrophysiciens n'ont pas la même échelle de temps que... C'est dommage, parce que c'était une bonne idée, quoi. Ouais. Sachant que les cachalots passent forcément dans leur installation de temps en temps. Et puis il y a une autre idée aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a des gros programmes internationaux sur la mise en place de stations d'observation sous-marine. Alors en l'occurrence,